commettre de nouveaux attentats en région parisienne. Bonjour Béatrice Brugère, bienvenue sur le plateau de la nouvelle édition. Vous êtes juge antiterroriste, vice-procureur au tribunal de grande instance de Paris. Depuis samedi, toutes les nuits, des centaines de perquisitions sont menées et des dizaines de suspects sont assignés à domicile. Béatrice Brugère, expliquez-nous pourquoi de telles mesures n'ont pas été prises avant. Alors, juste, si vous permettez, j'étais juge antiterroriste, parce que je ne cumule pas toutes les fonctions encore. Je suis vice-procureure, en effet, mais je suis surtout secrétaire générale d'un syndicat, qui est le syndicat FO Magistrats, ce qui me permet aujourd'hui aussi de prendre la parole. Je ne suis pas là pour parler à la place du parquet de Paris, que les choses soient bien claires, qui a sa propre communication. Voilà, je le dis parce que c'est important en ce moment par rapport à la procédure. Vous faites très bien. Ouais. Alors, pourquoi de telles mesures n'ont pas été prises avant les attentats ? Alors, de telles mesures, c'est-à-dire pourquoi c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses dans votre question. Aujourd'hui, on est en flagrance, on est pendant le temps de l'enquête. Donc, on a une enquête qui fonctionne plutôt très bien, moi je trouve, puisqu'on a réussi, dans le temps de la flagrance, d'éviter un futur attentat. Donc, les mesures, ça serait avant le premier attentat, c'est-à-dire celui de Paris. Il y a deux choses. D'abord, on ne peut jamais arrêter complètement la possibilité d'un attentat. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une menace qui est à la fois globale et locale, avec un style très post-moderne, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas des profils classiques, qui sont en capacité de bouger très vite, qui sont en capacité d'avoir des moyens importants, puisqu'ils s'adossent souvent sur de la criminalité organisée et du trafic d'armes. Là où cela pêche, en effet, c'est qu'on s'aperçoit que dans le lot, beaucoup de gens avaient déjà été identifiés. Oui. Donc, en fait, c'est cette phase entre la phase renseignement, j'allais dire, et la phase judiciaire qu'il faudra améliorer dans l'avenir. Ça veut dire qu'il faudra faire un bilan. Après, je pense, l'enquête, c'est toujours difficile de réagir à chaud et de déjà porter des jugements. Donc, il faudra faire un bilan et de voir comment améliorer cette phase, j'allais dire, préventive pour éviter justement que d'autres attentats se fassent. Parce que c'est vrai, vous en parliez là tout à l'heure de ces fiches. Au-delà des 3 mois d'état d'urgence, les perquisitions ne seront plus possibles que dans le cadre d'une enquête judiciaire. Est-ce que ça signifie qu'à nouveau, comme avant les attentats justement de vendredi, des suspects vont se retrouver en liberté, simplement marqués d'une fiche S? C'est quoi cette fiche S? Qui y a accès? Alors, la fiche S, il ne faut pas se tromper. La fiche S, c'est un outil du renseignement aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui permet d'incriminer judiciairement. La fiche S, elle peut être variable en intensité également. C'est-à-dire que sur cette fiche, on peut avoir un début de radicalisation ou des gens qui sont déjà vraiment signalés comme potentiellement dangereux. Il y a des niveaux Oui, mais c'est un outil, j'allais dire, au service... S1, S2... C'est un outil au service du renseignement. Il faut bien comprendre que cette fiche S, le judiciaire n'y a pas accès. D'accord. Et il n'y a pas accès, d'ailleurs, même une fois que la personne est rentrée dans notre processus. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui est fiché S, qui commet un acte de délinquance, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec du terrorisme, qui est traité, j'allais dire, par la voie judiciaire. Et nous, on ne sait pas obligatoirement... Même pendant l'état d'urgence. Alors, mais l'état d'urgence ne change rien sur ces pratiques-là. Juste une précision. Oui. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose pour vous d'assigner à résidence tous ceux qui sont fichés S, c'est-à-dire plus de 5000 personnes? C'est-à-dire que la simple suspicion se traduirait par une assignation à résidence. Ça voudrait dire quelque chose pour vous ou pas? Moi, je pense... Enfin, c'est une proposition oui. qui a été avancée. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est à marche forcée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'urgence et l'outrance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir réfléchir et réinventer d'autres cadres par rapport à une menace qui n'est pas du tout nouvelle, mais dont on vient de prendre conscience. Parce que c'est comme si la réalité a été rentrée par effraction, j'allais dire, dans le Parlement, et en tout cas dans notre société. C'est-à-dire que tout ce qui était dit, tout ce qui était signalé, il y a des gens qui l'ont dit tout ça, on l'entendait, mais on ne le comprenait pas. C'est comme les attentats du 11 septembre, on avait énormément de moyens, on avait énormément de renseignements, on avait tout pour empêcher l'attentat, on n'avait juste pas compris. Donc là... Quand vous dites qu'on est dans l'outrance, vous entendez quoi? Non, quand je dis l'outrance, c'est un moment fort. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas dans la rationalité pure et simple qui fait que il faut, si on détermine, et c'est le politique qui vient de le déterminer, qu'on est en guerre, on peut discuter ce terme, mais si on part de cette, j'allais dire, de cette parole, parce que les mots ont un sens, si on est en guerre, il faut faire, l'état des lieux de nos moyens,
2, la doctrine, 3, les objectifs et après les moyens. Pourtant, il y avait eu les attentats de janvier. Est-ce que Nicolas Sarkozy a raison quand il dit qu'on n'a pas réagi assez tôt ? Je pense que janvier a été le début du tournant de la prise de conscience, en tout cas du côté judiciaire, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a pris un retard monstrueux. Et le problème, j'allais dire, c'est qu'on est désarmé intellectuellement. Mais il y a quand même un fait frappant, je ne sais pas ce qu'on en pense dans votre milieu, mais le fait que ce soit le terroriste en quelque sorte le plus visible de Belgique et de France, quasiment, qui soit à l'origine de ces attentats et qu'on n'ait rien fait, qu'on ait pour l'empêcher, c'est quand même, est-ce que c'est considéré comme une Et qui se vante, un fail se vante d'avoir fait plusieurs allers-retours entre la Syrie et l'Europe. Si vous voulez, je pense que dans notre système, actuellement, le maillon faible, c'est le judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pensé ni évalué la menace. La loi sur le renseignement, qui a été votée il y a quelques mois, qui a donné l'objet de beaucoup de discussions légitimes d'ailleurs, parce qu'on est à un tournant aussi de la pensée, je pense, sur notre système, sur lequel il va falloir être, j'allais dire, un peu calme et serein et pas prendre trop de choses dans la précipitation. Ouais. La loi sur l'enseignement, le syndicat que je représente, était le seul à dire ne reproduisez pas la césure classique, renseignement, police, et de l'autre côté, on met de côté la justice. Aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut absolument décloisonner les deux. Il faut que la justice rentre dans la communauté du renseignement, ne serait-ce que par la pénitentiaire, pour pouvoir en amont, justement, évaluer la menace et la judiciariser le plus vite possible. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que les gens sont connus, mais on ne fait rien, c'est ça. La judiciariser la plus vite possible pour justement l'empêcher. Parce que si on ne rentre pas dans cette logique-là, on ira vers des solutions qui risquent de mettre en danger notre socle, j'allais dire, démocratique, parce qu'on va mal réagir. Donc il faut tout de suite, à mon avis, bien se poser la question de pas qui est l'ennemi, mais c'est quoi l'ennemi ? À partir de là, définir une doctrine, des objectifs et surtout ne pas mettre de côté la justice. Aujourd'hui, pourquoi on va sur l'état d'urgence ? Parce qu'on n'a pas confiance. On sait que nous, du côté judiciaire, on est lent, on est complexe. Et vous êtes un peu entravé, c'est ce que vous voulez dire. Vous parlez, c'est qui les ennemis ? Vous en parlez, Nicolas. Est-ce qu'on sait un peu mieux qui sont les terroristes ? Mais c'est une question vraiment essentielle parce que beaucoup racontent que nous avons affaire à une armée de l'ombre, alors qu'il faudrait savoir, je sais faire le jeu de la propagande de Daesh d'ailleurs, que de dire que c'est une armée. Non, ce sont des délinquants qui sont passés au terrorisme et il y a 3 filières essentiellement, si on regarde bien, qui recoupent les attentats qui ont été commis depuis quasiment 20 ans. Alors d'abord, la filière dite des Buttes-Chaumont, qui a été démantelée en 2005. Alors, on y retrouve Chérif Kouachi, qui, avec son frère, a perpétré la tuerie de Charlie Hebdo, qui fut mêlé à la tentative d'évasion de Smaïn Haït Ali Belkacem, un des auteurs des attentats de 95 au RER Saint-Michel. Et Amédi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher, avait aussi été mêlé à cette tentative d'évasion et condamné pour cela. Alors ça, c'était la première filière. La seconde filière, c'est celle d'Artigas, dans l'Ariège, avec pour personnage central donc Olivier Corel, dit l'imam blanc, un gourou jamais condamné, et qui a inspiré un assassin, Mohamed Merah. Et le bras droit de l'imam blanc était qui ? Fabien Klein, qui vient d'être identifié justement comme la voix ayant revendiqué pour Daesh la tuerie de Paris. Et il aurait également été en contact avec Sid Ahmed Glam, auteur d'un attentat raté contre une église à Villejuif, et il serait reparti en Syrie. Et la troisième filière, c'est celle de Molenbeek, en Belgique, et c'est là qu'on trouve les responsables des attentats à Saint-Denis, à Paris, et à sa tête avec donc le Belge Abdelhamid Abaoud, dont on ne sait toujours pas s'il est mort ou vivant, ça c'est une des interrogations. Il aurait eu sous ses ordres donc Salah Abdeslam, toujours en fuite, et qui aurait dirigé le commando. Abaoud, qui a fait de fréquents séjours en Syrie, a été en contact avec Mehdi Nemouche, auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles, mais aussi avec l'auteur de l'attentat raté dans le Thalys, Ayoub El-Kazani. Alors, je trouve ça intéressant de voir ces 3 choses, mais je vais vous passer la parole. Et enfin, l'enquête dira combien de personnes, au fond, ont assuré la logistique, et c'est pas 100 000 ou 50 000 ou 10 000, c'est ça qui est intéressant de voir, de suivre leur parcours. Donc, comment vous voyez ça ? Un dernier mot, oui. Je vais essayer d'être très rapide. 3 points très importants. Vous avez complètement raison. On s'aperçoit que finalement, les cerveaux, ils ne sont pas si nombreux que ça.
ils sont connus, ils sont identifiés, on les a maltraités. Quand je dis maltraités, c'est-à-dire qu'on n'a pas su évaluer la menace. Voilà. Donc j'espère que ça, d'abord, ça changera demain. Mais dans tous ces réseaux, par exemple, il y a une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme Olivier Corel, par exemple, qui sont des gens qui ne commettent aucun acte matériel, qui permettent à l'autorité judiciaire de les neutraliser. C'est des gourous. Donc, ce sont des prédicateurs, des gourous, des imams, ce que vous voulez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moins et plus qu'une guerre. C'est moins qu'une guerre parce qu'on n'est pas sur un système conventionnel, c'est plus parce qu'en fait, ce qu'il va falloir mener et comprendre, c'est que c'est un problème aussi d'idées, d'idéologie. Et c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment très rapidement changer nos logiciels pour comprendre comment appréhender ces gens qui sont très dangereux, mais que le judiciaire ne peut pas appréhender. Donc il va falloir très vite, après les attentats, penser le post-attentat. Et changer le logiciel, comme vous le Oui, dites. Est-ce que et ça veut dire un réinventer, débat oui. public Mais encore pour une... résoudre ces questions-là? Oui, on peut faire des débats publics et je crois qu'il faut surtout comprendre qu'aujourd'hui, on est rentré dans une autre logique. On est rentré dans une autre logique et que comme c'est du conflit radical, c'est du conflit qui va se mettre dans toutes les failles de notre société et qu'il va falloir bien identifier parce qu'ils sont très modernes, eux. Ils savent très bien où sont nos faiblesses occidentales, c'est-à-dire qu'il va falloir très vite identifier comment les combattre sur ces terrains-là sans remettre en question notre arsenal, notre système, parce que c'est ce qu'ils veulent, nous déstabiliser aussi. Donc il va falloir aussi utiliser les bons mots. Et se parler. Merci Béatrice Brugère d'être passée sur le plateau de la nouvelle édition. On va